Bonjour à tous, je suis Leila Saïssa, je suis Legal Content Manager chez Dastra. Dastra est une plateforme SaaS qui est un logiciel de mise en conformité privacy et récemment AI aussi. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui sont intéressés, de nous contacter à la fin du webinaire ou de peut-être demander une démo. Alors, donc notre sujet d'aujourd'hui, le Data Use and Access Act au UK, et ce qui change juste ce que c'est déjà, en bref. Les nouveautés clés donc pour les organisations, parce qu'il y a plusieurs sujets en fait qui sont traités dans le DUAA, mais il y a pas, c'est pas tous les sujets qui vont intéresser les organisations. Nous allons voir ça un peu plus loin. Et quelles actions on peut entreprendre dès maintenant. Donc, si ça vous va, on va suivre ce plan-là. Euh, allez, je vais commencer. Donc, il y a comment dire, cette idée un peu préconçue que le DEA, c'est une vraie évolution. Mais en fait, c'est une vraie, pardon, révolution, alors que c'est une simple évolution et il n'y a pas de gros changements qui se font, mais c'est plutôt une évolution un peu pragmatique, des choses. Donc, à garder en tête, parce que souvent, c'est juste une codification de ce qui a déjà été dit, par exemple, dans la jurisprudence, dans la guidance de l'ICO, donc la CNIL du UK. Euh, c'est, Ça a été, c'est là, en fait, pour clarifier, pour codifier, et c'est pas vraiment là pour bousculer le régime de la protection des données en tant que tel. Donc, pour un petit contexte, donc le DUAA, le Data Use and Access Act de 2025, a reçu le Royal Assent, comme on dit. Euh, on a peut-être un souci. Est-ce que les autres membres vous écoutent? Est-ce que vous m'entendez? Si vous pouvez juste dire dans le chat, ça serait, ça serait dommage de ne pas. Ok, super. Alors, je ne sais pas pourquoi vous n'arrivez pas à m'entendre, mais bon, je continue. Euh, le DUA a reçu le Royal Assent le 19 juin 2025, donc c'est tout récent. Et il va venir remplacer le Data Protection and Digital Information Bill. Donc, si vous voyez passer le DPDI, en fait, c'est une loi qui n'est pas allée plus loin finalement, parce que c'est le DUAA qui est venu la remplacer. Mais d'où ça vient tout ça en fait? C'est que le nouveau gouvernement britannique avait annoncé en juillet 2024, donc là à peu près un an avant, son intention de venir en fait réformer la législation sur certains points, et inclut tout ça donc dans le DPDI, donc dans le Data Protection and Digital Information Bill, qui va être présenté à la Chambre des Lords en octobre 2024. Et il incluait plein de dispositions qui ont été plus ou moins controversées. En fait, il y avait cette suppression de l'obligation de désigner un DPO qui était incluse dans cette loi. Et il y avait aussi une modification de la définition des données personnelles. Donc, ces notions ont finalement été abandonnées dans la version finale. Donc, pour les DPO qui sont là, plutôt bonne nouvelle. Et c'est comme ça que le DUA a finalement filtré un peu toutes ces notions qui ont été un peu qui ont fait objet de controverses. Et, euh, et la dernière version finale a donc été adoptée en juin 2025. Euh, Comme j'ai dit, la loi va venir conserver en fait le cadre qui a déjà été posé par le UK GDPR et par le Data Protection Act de 2018, ainsi que le règlement sur les communications électroniques, donc le PECR de 2003, qui est un peu le paquet du domaine de protection des données et des communications électroniques au UK. Et le DUA va venir reformer quelques points dans ces lois, et va toucher à certains sujets que nous allons explorer, sans pour autant basculer le régime. Euh,
Et donc, pourquoi tout ça? En fait, l'objectif ici, c'est de simplifier la conformité, de stimuler l'innovation, que ce soit dans le secteur public ou les secteurs privés. Il y avait cette vraie intention aussi de moderniser le secteur public et donner un rôle plus actif à l'ICO. Donc, tout ça en restant en fait suffisamment aligné sur le UK GDPR, sur la RGPD en général, pour garantir cette continuité en fait dans le flux des données, dans le transfert internationaux. On verra que ça aurait pu impacter aussi la décision d'adéquation. Donc, on va suivre ces objectifs-là, mais tout en s'alignant quand même sur le cadre que la RGPD a déjà donné, et pour le coup le UK GDPR après le Brexit. Euh, cette nouvelle législation, en fait, est déployée par étapes. La majorité à des dispositions devrait entrer en vigueur dans un délai de 2 à 6 mois de l'entrée en vigueur. Donc, en fait, c'est une première phase qui, si vous voulez, on peut la mettre sous 2025, qui ici renvoie aux clarifications techniques, pardon, aux vérifications d'identité, aux données sensibles. Mais la vraie phase que nous allons voir plus tard, déroulée dans ce webinaire, c'est la phase 3, qui est le début 2026 et qui va ici intéresser les changements en fait dans le cadre de protection des données personnelles, donc du UK GDPR, et la phase 4, qui était plutôt en mi-2026, va concerner la réforme de l'ICO, que nous allons voir aussi. Donc, quelles sont les nouveautés clés qui vont vraiment intéresser les organisations? Je vous ai préparé un petit tableau qui résume tout ça, mais ne vous inquiétez pas, on va voir tout ça ensemble. Sachant que le DUA devrait une vraie partie en fait sur le partage des données de santé entre les institutions, sur la conservation des données dans le cadre d'enquêtes judiciaires, sur la modernisation du secteur public. Donc il y a plein d'éléments que nous n'aurons malheureusement pas le temps de voir aujourd'hui. Euh, mais on va plutôt voir ce qui intéresse les entreprises et les organisations. Euh, donc voilà, si je peux commencer sur ce qui concerne la recherche. En fait, le DUA ici vient renforcer le cadre britannique pour la recherche scientifique et commerciale, dans ce but un peu, dans cette attention de rendre le Royaume-Uni comme leader mondial dans l'exploitation des données pour la recherche, l'innovation et le développement. C'est un objectif que les représentants de l'ICO ont développé dans un des webinaires de l'ICO. Je ne sais pas si vous avez pu participer le 14 octobre à leur journée de webinaire, mais c'était très instructif et le webinaire d'aujourd'hui inclut donc les éléments qu'ils ont pu partager avec nous. Euh, donc ici, le DEA précise que la recherche scientifique, y compris commerciale, donc pas uniquement pour développer le secteur public, etc. C'est vrai, ça peut inclure aussi l'innovation pour enfin, l'innovation commerciale, va constituer une base légale valide pour l'utilisation des données. Donc, euh, ça élargit en fait cette notion de recherche scientifique euh, et va venir inclure l'innovation commerciale, pas seulement pour les projets académiques ou financés par des fonds publics, mais ouvre cette voie aussi aux entreprises. Et sinon, encore concernant la recherche, euh, il va, le DUA en fait va permettre aux individus ici de donner un consentement large pour les recherches futures et va venir autoriser la réutilisation des données personnelles sans devoir émettre en fait de nouvelles mentions d'informations, surtout lorsque ça implique un effort disproportionné. Bien sûr, à condition qu'il y ait certaines garanties appropriées, telles que des mesures de transparence, etc., qui étaient mises en place dès le début. Mais en tout cas, en ce qui concerne la réutilisation des données et le consentement, qui ici est autorisé à être plutôt générique pour une certaine thématique ou un champ d'études évolutif, ça soulage un peu les entreprises qui devaient en fait se conformer ou venir respecter les exigences d'un consentement strict tel qu'on le connaît avec le RGPD. Donc, donc, le consentement n'a plus besoin en fait d'être aussi spécifique pour la recherche.
Donc, ça peut être utile, que ce soit pour les startups ou d'autres organisations qui souvent ont un peu peur de se lancer dans la recherche pour ça. Et que ce soit dans le secteur médical, dans l'IA, etc. Ça correspond encore à l'objectif en fait donné au DUA qui est de stimuler l'innovation tout en bien sûr respectant les données des personnes. Euh, En ce qui concerne les bases légales, je pense qu'il y a eu pas mal de discussions en fait sur cette nouvelle base légale qui est l'intérêt légitime reconnu, qu'on ne connaît pas en fait. C'est une nouveauté que le DUA a introduit. Et en fait, ce que ça veut dire tout simplement, c'est qu'il y a une sorte de liste d'intérêts légitimes qui ont été reconnus en tant que tels. En fait, il y a une liste où si on utilise cette base comme cet intérêt en fait légitime comme base légale, il n'y aura pas besoin d'effectuer le test de balance, donc, ou le Legitimate Interest Assessment, parce que celui-ci est intégré dans ces cas déjà. Donc c'est distinct de l'intérêt légitime classique qu'on connaît. Euh, et la liste, en fait, ça inclut plusieurs cas comme la protection des personnes à risque, la réponse aux urgences, la prévention ou la détection du crime, la sécurité publique et les intérêts démocratiques. Donc, c'est vrai que c'est pas non plus des usages qui pourraient intéresser toute organisation, mais quand même, ça vient alléger en fait cette utilisation de la finalité qui est l'intérêt légitime en reconnaissant ces cas-là et donc qui dispense du test de balance à faire derrière. Euh, Important de dire que ça concerne en fait les organisations privées et pas les organismes publics. Donc, c'est une restriction qui se fait en fait par rapport aux organisations ici parce que c'est encore une fois le but du DUAA qui vient soulager un peu ces organismes-là sur ces sujets. Euh, Sinon, le DUAA aussi introduit donc sur la question des finalités encore, il introduit une présomption de compatibilité des finalités qui permettent aux organisations de supposer en fait que certaines réutilisations des données sont compatibles avec la finalité initiale de collecte. Parce que vous le savez, mais lorsqu'on utilise, donc lorsqu'il y a un premier traitement de données et qu'on donne la finalité pour ce traitement, il arrive qu'on va vouloir réutiliser certaines données, mais il y a ce test de compatibilité que les organisations sont censées faire pour montrer que cette réutilisation des données est compatible avec la finalité initiale de la collecte des données. Et ici, le DUA vient euh, codifier une présomption de compatibilité de ces finalités dans le cas donc de réutilisation sans devoir donc mener une évaluation complète de compatibilité. Bien sûr, ça inclut des cas précis et on peut citer par exemple les traitements à des fins d'archivage dans l'intérêt public, même si les données dans ce cas ont été collectées en fait sur base de consentement ou sur d'autres bases. Mais lorsqu'on rentre en fait dans ces exemples-là qui sont cités, on n'a plus besoin de réaliser en fait ce test de compatibilité. En ce qui concerne les droits des personnes concernées, donc les data subject requests, en fait, les requêtes des droits, surtout le droit à l'accès. Euh, Ici, il y a plusieurs choses à dire et je pense que ça intéresse la plupart des organisations. En fait, encore une fois, on entend toujours que ça a révolutionné les DSR, etc. Cette idée reçue ici, elle est un peu faussée parce que le DUA ne va pas révolutionner les DSR ici. Il va les ajuster en fait de manière plutôt ciblée et il confirme certaines bonnes pratiques qui se faisaient déjà ou qui étaient déjà expliquées dans les guidance de l'ICO. Donc, à ne pas oublier que c'est une codification en fait de ces pratiques-là.
sachant qu'il y a peut-être quelques nouveautés opérationnelles, mais c'est des pratiques qui ne bouleversent pas tellement. Euh, Par exemple, le DEA va introduire ici une disposition dite Stop the Clock. Euh, Qu'est-ce que ce mécanisme fait? En fait, ça va permettre de suspendre le délai de réponse, donc le délai légal de réponse qui est souvent de 30 jours, lorsque l'organisation en fait reçoit la demande d'accès et va pouvoir utiliser ce mécanisme pour suspendre donc temporairement le délai de réponse en attente, par exemple, d'informations complémentaires de la part du demandeur. Soit pour vérifier l'identité, soit pour demander des informations additionnelles pour pouvoir traiter la demande, soit parce que la demande est assez complexe, ou bien parce que la personne en fait, a demandé, a fait plusieurs demandes, donc il y a plusieurs demandes qui émanent de la même personne, par exemple. Donc, dans ces cas-là, c'est possible d'activer ce mécanisme de stop the clock. Mais une fois les infos nécessaires sont reçues, le délai va reprendre son cours et reprend son rythme. Euh, c'est important ici que l'organisation, en fait, c'est important de communiquer avec le demandeur. Souvent, les organisations, lorsqu'elles reçoivent ces demandes-là, il y a un petit moment de panique, on ne sait pas trop comment faire. C'est important d'accuser réception des demandes euh, et de communiquer avec le demandeur derrière. En fait, pour qu'il sache, pour que dans une logique de transparence, les personnes concernées soient informées. Et surtout, lorsqu'on demande, en fait, lorsqu'on active ce mécanisme de stop the clock, pour les informer des raisons de la prolongation du délai, de justifier un peu ça auprès de la personne. Donc, la communication ici est très importante. Euh, Encore sur les recherches qui doivent être faites derrière, donc une fois la demande reçue, jusqu'à où les recherches de l'organisation doivent aller. Est-ce que c'est une recherche exhaustive pour aller regarder tous les systèmes d'information, tous les documents qu'on a? Souvent, ça dépend de la taille de l'entreprise, bien sûr, mais ça peut arriver à des centaines de milliers de documents, de systèmes à aller chercher. Le DUA ici va venir codifier ce que la guidance de la CO disait déjà à ce sujet c'est principalement en fait le caractère raisonnable et proportionné de ces recherches-là. Donc, les recherches effectuées pour répondre à ces demandes doivent être raisonnables et proportionnées et non plus exhaustives. Donc, ce qui réduit un peu la charge ici, la charge administrative pour les entreprises qui reçoivent ce genre de demandes et on sait que ces demandes deviennent de plus en plus récurrentes, de plus en plus fréquentes. Euh, et donc, il y a plus cette obligation ou cette idée que les organisations doivent aller rechercher tout ce qu'elles pouvaient, même jusqu'à arriver aux archives plutôt inaccessibles ou toutes sortes de systèmes. C'est un peu plus cerné. Le DEA confirme ici en fait que euh, seules les recherches raisonnables et proportionnées sont requises. Ça veut dire que il y a l'autorisation un peu qui se comprend, qui se découle en fait de ce caractère proportionné et raisonnable, mais de la possibilité en fait d'exclure des documents obsolètes, des documents inaccessibles techniquement, des recherches dans des volumes disproportionnés, par exemple 10 ans d'archives d'emails. Il n'y a plus besoin de tout ça. Là, ici, on parle souvent ici d'un cas de jurisprudence qui est celui de la Oxford University contre le docteur Deer. Euh, En fait, ici, c'était un docteur qui avait fait sa demande d'accès et l'université de Oxford est allée jusqu'à payer 116 000 pounds pour avoir accès à tout le document, pour bien répondre en fait à la question, à la demande. Mais ici, le tribunal a justement sur ce caractère proportionnel et raisonnable de la recherche avait en fait dit à Oxford arrêtez d'aller plus loin
pas besoin de continuer à chercher au-delà. Vous avez fait tout ce que vous avez pu faire et que la demande en fait d'une personne ne devrait pas non plus être utilisée comme une raison de recevoir tous les documents possibles et de pouvoir en fait se constituer un bon dossier en contentieux. Donc, il faut cerner la demande, revenir au caractère raisonnable et bien sûr ici ça dépend de la taille de l'organisation. Une banque internationale ne va pas, on va pas en fait avoir les mêmes attentes si on est en face d'une banque internationale ou d'un organisme international face à une petite entreprise, une start-up. Donc, c'est sûr que si ça arrive aux tribunaux ou à la SEO, où ces caractères-là vont être pris en compte, et le DEA a le mérite en fait de codifier ça et encore faire comprendre en fait à la personne concernée le contexte de sa demande, la cerner, ne pas en fait tout donner parce que c'est pas non plus l'objectif de la demande. Donc, le caractère raisonnable ici va être évalué au regard des circonstances, des difficultés d'accès aux données, de la nature fondamentale du droit d'accès. Donc voilà. Euh, Encore un autre point sur ce même sujet des SAR. Euh, il y a l'obligation maintenant avec le DUA pour toutes les organisations de mettre en place une procédure de plainte. En fait, avant, il y avait pas cette obligation-là. Les personnes pouvaient peut-être se plaindre auprès de l'organisme, mais ça basculait devant l'ICO ou devant d'autres tribunaux. Donc, en fait, ici, on codifie cette obligation pour les organisations de permettre un examen local de la demande en quelque sorte de la DSR qui est formulée avant que ça parte plus loin, avant que ça ne soit porté par exemple devant l'ICO. Et donc l'organisme ici doit prendre des mesures pour aider ces personnes-là qui souhaitent faire cette plainte relative à l'utilisation de leurs données. Par exemple, ça peut être proposer un formulaire électronique ou une procédure, ça peut se faire par mail, mais il faut qu'il y ait cette aide, cette possibilité en fait pour la personne de faire cette plainte d'une manière interne, d'une manière locale. Euh, donc dans une sorte de processus interne avant que le litige n'aille plus loin, ou peut-être ça n'a même pas besoin d'aller plus loin si la personne sent que sa demande est bien traitée et que bien sûr l'organisation réponde dans un délai de 30 jours sans retard injustifié. Encore une fois, la communication ici est très importante. Euh, Toujours sous une logique de transparence avec les personnes qui font la demande. Le DIA ici, et c'est le quatrième point sur la slide, euh, en fait, instaure l'obligation d'informer clairement les personnes lorsqu'il y a des données qui ne vont pas être incluses dans la demande ou bien parce que la demande elle-même ne pourrait pas aboutir parce qu'on parle de secret professionnel, parce qu'on parle de données de personnes tierces qu'il ne faut pas exposer. Est-ce que c'est la confidentialité? Est-ce que c'est le secret professionnel? Euh, donc, il y a une certaine liste d'exemption. Mais le DUA ici va exiger en fait que ces exemptions légales vont être clairement expliquées à la personne concernée. Donc le simple fait de dire cette information est exemptée, en fait, ça ne suffit plus. Euh, les, Par exemple, dans une demande de salarié, d'accès d'un salarié, il y a certaines informations qu'on peut caviarder parce que ça concerne d'autres employés, etc. Mais ça doit être justifié, ça doit être communiqué en fait à l'employé demandeur. Euh, et souvent, il y a cette pratique aussi de faire, et dans une logique de accountability, de faire ce qu'on appelle un reduction recording log. En gros, c'est de passer par, c'est de prendre la demande dès le début, vérifier tous les documents et en fait documenter à fur et à mesure ce qui a été retiré et pourquoi. Dans la transparence, dans l'accountability, en fait, dire que on n'a
pas retenu finalement ces informations-là, ce système-là, ces documents-là, parce que il s'agit de telle exemption, parce qu'on considère que, etc. Donc en fait, avoir ces notes-là dans la préparation du dossier va permettre de justifier les efforts qui sont faits finalement, que ce soit pour devant l'ICO ou à la personne concernée, mais ça justifie en fait la démarche que l'organisation a pu avoir, et encore plus que maintenant, c'est avec le DEA, enfin, c'est devenu une obligation de communiquer sur ces exemptions-là. Donc ça peut aider en fait d'avoir une sorte de modèle de réponse qui est plutôt structuré en incluant les données qui peuvent être fournies, les données exclues et les motifs d'exclusion. Bien sûr que chaque demande va dépendre du cas, du contexte, mais ça aide d'avoir déjà ces éléments en tête pour pouvoir aller plus loin, sachant que on a de plus en plus de demandes d'accès qui sont utilisées dans un contexte donc conflictuel, que ce soit dans des litiges ou autres, et que les erreurs que les organisations peuvent avoir lorsqu'ils répondent à ces demandes peuvent être utilisées contre eux dans ces contentieux-là. Donc tout ce qui est mal formulé, tout ce qui est mal documenté ou une mauvaise communication, en fait, ça peut nuire. Finalement, ça peut accroître les risques si les réponses ne sont pas rigoureuses. Donc ce processus-là interne à faire est important pour gérer toutes ces demandes-là. Euh, Ensuite, si on continue plus loin, donc dans ces briques qui ont été affectées par le DUAA, il y a la notion qu'on connaît déjà en fait avec le RGPD qui est les décisions automatisées. Donc l'article 22 du RGPD. En fait, ce qui est intéressant ici, c'est que le DEA va venir élargir les exemptions qui sont applicables aux décisions entièrement automatisées, qui, donc ici, pour petit rappel, c'est des décisions qui sont souvent pas ou peu d'intervention humaine, mais qui surtout ont des effets juridiques ou significatifs sur les individus. Le DUA ici va venir remplacer donc l'article 22 par des articles 22 A à D. Donc il y a une sorte il y a une précision supplémentaire, il y a une nouveauté qui est un peu, il y a une petite refonte de cette notion-là. Euh, et en fait, il va venir s'éloigner de l'interdiction qui est quasi totale posée par le RGPD pour ces décisions qui sont automatisées et qui ont donc des effets juridiques, etc. Et va venir donc s'éloigner de cette idée d'interdiction totale, quasi totale et passer en fait à une extension où en fait ça étend les situations dans lesquelles une organisation peut prendre ces décisions-là, donc les décisions significatives qui sont fondées sur un traitement automatisé. Euh, et sachant qu'avant donc qu'avant le DUAA, ces décisions étaient strictement encadrées en fait et pouvaient être autorisées que si elles répondaient à trois critères. Si elles étaient nécessaires à l'exécution d'un contrat, donc ça c'est le cas du RGPD, hein. Si elles sont nécessaires à l'exécution d'un contrat entre la personne concernée et l'organisation, si elles sont autorisées par une loi, donc ici, si elles sont autorisées par une législation britannique, parce qu'on parle du UK, euh, et si elles sont fondées sur le consentement explicite de la personne. Donc, ça, c'est le cadre pré-DUAA. Avec cette nouvelle législation, en fait, on supprime ces restrictions et permet en fait aux organisations de prendre ces décisions-là dans un éventail plus large de cas mais sous réserve de mettre en œuvre des garanties appropriées. Mais ces garanties sont similaires à celles du régime antérieur. Donc, en fait, c'est fournir à la personne concernée des informations sur la décision prise, lui permettre de formuler des observations ou contester en fait cette décision, lui permettre de demander l'intervention d'un être humain dans le processus. Donc, c'est ce qu'on connaît déjà dans le cadre du RGPD. Euh, et voilà, en fait, c'est un changement de paradigme ici en autorisant ces cas tant qu'il y a ces garanties appropriées qui sont là, plutôt que, une interdiction quasi totale. C'est notamment intéressant pour tous les cas d'intelligence artificielle qui ne font
que se multiplier autour de nous. Donc, ça va impacter sûrement tout ça. Euh, L'effet, en fait, de la modification concrètement ici, c'est que l'organisation va pouvoir s'appuyer sur quelconque des bases légales existantes, à l'exception bien sûr que nous venons de voir, qui est celle des intérêts légitimes reconnus. Donc celle-ci, elle ne s'applique pas à ce cas aux décisions automatisées, euh, tant qu'il y a ces garanties appropriées là. Donc c'est un cadre plus permissif. euh, et Ce qui est important ici, c'est que ce cadre que nous venons d'exposer ne s'appliquera pas pour les données sensibles. En fait, et ça rejoint la législation antérieure au DUAA, et ici le DUAA vient confirmer ça, c'est que on restreignait en fait l'utilisation des catégories particulières de données, donc par exemple les données sensibles, dans le cadre de ces décisions automatisées. Ça pouvait en fait se faire que dans le cas du consentement explicite de la personne ou si c'était nécessaire pour des motifs d'intérêt public importants, sur base d'une loi du Royaume-Uni. Donc, il y avait un cadre encore plus restrictif et ce cadre-là, en fait, est maintenu avec le DUAA lorsqu'il s'agit de données sensibles dans le cadre de la prise de décision automatisée toujours. Euh, Ensuite, si on continue les dérouler, il y a aussi bien sûr, ça impacte le marketing. Comme j'ai dit au début dans l'intro, le DEA va venir aussi, euh, en fait, il y aura un impact sur le Privacy and Electronic Communications Regulation, donc le PECR de 2003. Euh, et il y a plusieurs points, en fait, qu'on regroupe sous le marketing, mais c'est aussi sous les communications électroniques. C'est que le DUA, ici, en fait, va venir assouplir les règles qui entourent le consentement des cookies, aux cookies. Certaines catégories ici de cookies considérées à faible risque, ou d'autres, pas que les cookies, hein, d'autres technologies d'accès similaires, etc., mais dès qu'elles sont considérées à faible risque, en fait, il n'y a plus besoin d'obtenir le consentement préalable de la personne, ce qui allège en fait la conformité au PECR ici. Et il y a trois exceptions désormais, donc qui ne nécessitent plus l'affichage en fait d'un bandeau de consentement, euh, tant qu'ils sont à faible risque et qu'ils ne soient pas intrusifs, bien sûr. Et donc généralement, c'est ce qu'on connaît aussi un peu, mais c'est les cookies d'apparence pour adapter l'affichage selon les préférences d'utilisateurs, les cookies d'assistance d'urgence, les cookies d'analyse pour recueillir les statistiques et améliorer la performance du site. Donc, pour ces cookies plutôt techniques, plutôt à faible risque, le DEA va venir modifier donc, le PECR pour clarifier qu'il n'y a pas besoin d'obtenir le consentement. Mais bien sûr, toujours besoin d'une information claire et d'un mécanisme d'opposition. Donc, ça, c'est la règle un peu commune dans ce sujet-là. Euh, et il y a un soft opt-in en fait qui a été codifié pour les organisations caritatives, donc les associations caritatives euh, bien sûr à but non lucratif, qui peuvent désormais en fait contacter plus facilement les utilisateurs sans consentement préalable explicite, donc dans les cadres d'envoi de mails, dans le marketing. Donc il y a un soft opt-in qui, euh, qui est mis en place. Euh, Important à garder en tête en fait que tout ça s'applique qu'au Royaume-Uni, hein. Si finalement vous ciblez des utilisateurs dans l'Union européenne, c'est les règles de consentement conforme au RGPD s'appliquent. Donc, bien sûr que c'est important de cerner les utilisateurs, les personnes concernées, et savoir où on est, mais en tout cas, les changements qu'on évoque aujourd'hui, c'est pour le Royaume-Uni. Euh, Et encore un autre point ici, c'est que les amendes, en fait, et c'est intéressant, les amendes maximales pour la violation des règles donc, du PECR ont été alignées sur les plafonds du UK GDPR en quelque sorte. En fait, on passe de 500 000 pounds à des montants qui peuvent aller donc pour des amendes jusqu'à 17,5 millions de livres
ou 4% du chiffre d'affaires annuel mondial. Donc, c'est une augmentation ici considérable par rapport à l'ancien plafond qui était de 500 000 livres. Euh, donc, c'est c'est à garder en tête, bien sûr, pour euh, avoir en fait derrière l'ICO, les autorités, comment ça sera mis en place. Mais dans tous les cas, les amendes ici font objet d'une augmentation considérable. Euh, et un dernier point ici qui n'est pas non plus très choquant, parce qu'on le voit déjà, on le voyait déjà dans les considérants en fait du RGPD, c'est que le DIEA va venir confirmer que le marketing direct peut constituer un intérêt légitime au sens du UK GDPR. Il y a en fait souvent il y a ce débat de est-ce que le marketing direct on peut dire que c'est un intérêt légitime, etc. Et ici le DIA va confirmer ça. Donc, ça codifie en fait ce qui jusque-là a été mentionné dans les considérants du RGPD et dans la jurisprudence, à savoir que l'utilisation des données personnelles à des fins de marketing, par exemple la gestion d'une liste de diffusion, etc., et va être ici autorisée sur la base de l'intérêt légitime, bien sûr toujours sous réserve du droit, du respect du droit d'opposition et des principes de loyauté. Donc, ça donne en fait aux entreprises une plus grande sécurité juridique, si on peut dire ça comme ça, pour choisir l'intérêt légitime plutôt que le consentement comme base légale, puisque ici, la loi va venir le reconnaître explicitement. Donc, il n'y a plus cette insécurité ou ce débat-là. Euh, à condition, comme j'ai dit, de respecter le droit d'opposition et de réaliser un test qui se réalise en fait pour les intérêts légitimes, c'est-à-dire est-ce que c'est les tests en trois parties, la finalité, la nécessité et l'équilibre. C'est important ici de garder trace en fait aussi de ces tests-là. Euh, et encore, important à garder en tête, c'est que ces règles-là, en fait, dans ce que je viens d'évoquer, l'intérêt légitime, ça ne peut pas être invoqué lorsque la loi va venir requérir, lorsque la loi requiert un consentement explicite, bien sûr. C'est que dans les cas où la loi ne requiert pas de consentement explicite qu'on peut se baser sur l'intérêt légitime ici reconnu pour le marketing direct. En ce qui concerne les transferts internationaux des données, en fait, c'est aussi un point intéressant que le DEAA est venu revisiter, si on peut dire ça comme ça. Euh, c'est qu'en fait, si on prend le cadre en fait, qui a été avant le DEAA, c'est qu'on conserve la hiérarchie un peu établie par le RGPD. C'est-à-dire rechercher s'il y a une décision d'adéquation pour le pays, recourir sinon à des garanties appropriées comme les clauses contractuelles types comme les BCR, etc. Et sinon, à titre exceptionnel, invoquer les dérogations qui peuvent être prévues par la loi. Euh, ça, c'est avant le DEA. Et le DEA, en fait, va reprendre la même logique, mais il introduit un nouveau test de protection des données que doivent effectuer les exportateurs de données pour les transferts internationaux selon en fait, un critère un peu moins strict. On parle on parle ici, en fait, de tests de protection des données. Euh, ces tests prévoient que le niveau de protection offert par le pays tiers ne doit pas être sensiblement inférieur à celui du Royaume-Uni. Les termes utilisés dans le DEA, c'est not materially lower. Donc, c'est c'est plus la même approche, en fait. C'est de se dire que tu as un critère un peu moins strict parce qu'on cherche à savoir si le cadre de ce pays-là is not materially lower. C'est différent de l'exigence que ça soit substantiellement équivalent en fait, comme on le voit avec le RGPD. Donc, le transfert ici sera autorisé si l'exportateur estime de manière raisonnable que le niveau de protection n'est pas sensiblement inférieur, donc not materially lower à celui du Royaume-Uni. Mais il y a un petit risque ici, c'est que la notion de not materially lower n'a pas été précisément définie, ce qui peut-être va susciter des inquiétudes ou une sorte d'insécurité. Mais dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une nouvelle approche, c'est le test ici d'adéquation est un peu revisité.
Et il y avait les doutes de savoir si ce point-là, en fait, va avoir un impact sur la décision d'adéquation qui a déjà été donnée, en fait, au UK et qui récemment, on a vu les nouvelles sur ce sujet de savoir si le DUAA en fait va impacter, est-ce que ça va être motif de peut-être refus d'étendre la décision d'adéquation qui est donnée au UK parce qu'il change en fait le cadre de protection des données, il change ces lois-là, il modifie le PECR, le UK GDPR, le Data Protection Act de 2018. Donc, mais finalement, on a vu récemment que lors de la décision, lors de la dernière session plénière du CEPD, c'est pas encore acté et c'est pas sûr, mais en tout cas, l'avis, c'est de dire euh, que c'est du CEPD et de dire que les changements que le DUAA a effectués en fait dans ces lois-là ne n'impactent pas la décision d'adéquation, n'impactent pas le cadre de protection, toujours considéré comme substantiellement équivalent. Euh, et, euh, et donc le CEPD ici adopte l'avis en fait de prolonger la validité des décisions d'adéquation jusqu'en décembre 2031. Donc cette prolongation, si elle se met vraiment en place, ça permettrait aux organisations de continuer à transférer les données personnelles vers le Royaume-Uni sans devoir mettre en place de garanties supplémentaires. Euh, Bien sûr, c'est quelque chose à surveiller. Ça devrait rester sous la surveillance à la fois de l'Union européenne, mais aussi des organisations pour savoir où va aller ce sujet, qu'est-ce qui va vraiment se passer par rapport à la décision d'adéquation. Mais dans tous les cas, le CLPD rassure que en fait, il y a un maintien de l'alignement entre les deux cadres, malgré les récents changements qui sont intervenus dans le droit du UK que nous voyons ici. Et le dernier élément que nous allons voir, c'est l'impact en fait que le DUA a sur l'ICO, donc sur l'autorité britannique de protection des données, l'équivalent de la CNIL au UK. Euh, Déjà, la loi va restructurer en fait le ICO en une Information Commission. Donc, on parle plus de Information Commissioner's Office, mais on parle de donc ICO, mais de Information Commission. Donc, ça devient en fait un organisme collégial qui va être composé de plusieurs membres et, et le DUA va venir en fait conférer des pouvoirs accrus ou plus étendus en tout cas d'enquête et de sanctions à ce nouveau cet organisme. Euh, Sachant qu'en fait, le DIA, ici, bien sûr, il maintient l'objectif principal de l'autorité de protection des données, qui est quand même, comme son nom le dit, de maintenir ou de surveiller la protection des données, mais en fait, donne ça introduit des fonctions dites secondaires pour le régulateur et met en fait l'accent sur la nécessité de trouver un équilibre entre cet objectif principal, donc la protection des données, et l'innovation. Euh, donc, comment alléger, comment aider les entreprises, comment ne pas être un frein à l'innovation. Et c'est un peu le but, comme j'ai dit, du DUA aussi. Donc, aider, donc le but aussi de cet organisme-là, ICO, devenu Information Commission, c'est savoir comment aider les organisations à comprendre ce qui est nouveau, notamment avec le DUA, comment rendre la conformité plus simple et pour que ces organisations-là puissent innover tout en restant, bien sûr, en conforme au cadre en vigueur. Euh, il y aura en fait tous ces changements-là et les nouveaux pouvoirs là, que je vais évoquer vont entrer en vigueur en 2026. Mais il y a aussi une demande que l'ICO devrait en fait produire une stratégie à 18 mois pour le faire, pour prendre en compte en fait ces nouvelles fonctions secondaires que je viens d'évoquer, qui est l'aide à l'innovation, l'aide aux organismes de naviguer en fait ces changements qu'elle fait en quelque sorte déjà avec toutes ces guidance, mais que ça soit vraiment son objectif secondaire codifié, de faire attention à ça. Et pour les nouveaux pouvoirs que le DUA donne en fait
à l'ICO. Il y en a plusieurs. En fait, c'est la possibilité de contraindre un témoin à un entretien qui n'était pas possible, et d'imposer des audits, mais surtout une exigence en fait pour les organisations de produire des rapports techniques sur une question spécifique. Donc ça peut être ici important sur, par exemple, en cas d'incident cyber, violation de sécurité. En fait, le nouveau pouvoir ici, c'est de vraiment pouvoir exiger aux organisations de produire un rapport technique sur cette question spécifique-là. Comme j'ai dit, de contraindre un témoin à un entretien. Euh, et donc, bon, la nouvelle Information Commission, donc le nouveau ICO, pourra constituer des groupes d'experts et en incluant des parties prenantes pour élaborer des codes de conduite et évaluer les impacts réglementaires, etc. Donc, ça ne crée pas vraiment de nouvelles en fait, obligations, mais ça suggère une arrivée d'une orientation qui est un peu plus consultative, plus sectorielle, à laquelle les organisations devraient prêter attention. Euh, et enfin, les actions, on les a un peu vues. En fait, par exemple, notamment pour les DSAR, mettre un mécanisme, un process interne pour répondre à tout ça, un mécanisme de plainte. C'est juste un petit récap. Euh, En fait, c'est important déjà d'identifier où sont et qui sont vos personnes concernées. Est-ce qu'on parle du UK principalement? Est-ce que ça sera l'Union européenne ou les deux? Euh, et ensuite, de mettre à jour ces éléments que nous venons de voir, euh, de mettre à jour les bases légales, de mettre à jour le registre de traitement, par exemple, pour intégrer la nouvelle catégorie d'intérêt légitime reconnu, si c'est une base que vous allez pouvoir utiliser. Euh, de, de, de réviser les modèles de réponse donc, aux demandes d'accès pour inclure les nouvelles exigences, par exemple le fait de devoir expliquer les exemptions, les nouveaux délais, le stop the clock mechanism, et former en fait les équipes à cette nouvelle logique des demandes qui sont de recherche pardon, qui doivent être faites, qui sont raisonnables et proportionnées, comme nous avons vu. Euh, et de préparer une sorte de registre interne pour les décisions liées aux exemptions. Donc, vu qu'il faut maintenant expliquer aux personnes concernées pourquoi ils font objet d'une exemption. Donc, avoir un modèle clair de tout ça, un processus interne aussi pour pouvoir, pour que la personne puisse euh, se plaindre auprès de l'organisme. Euh, et auditer le processus, l'usage des cookies, donc pour faire attention si est-ce que ça va être exempté du consentement ou pas, tout en vérifiant la clarté des mécanismes d'opposition. Préparer l'équipe, à vos équipes ou l'organisation en général à collaborer avec un organisme, donc l'ICO, l'autorité devenue Information Commission, qui va être plus proactive. Donc peut-être nécessité de renforcer la préparation au contrôle d'une manière un peu différente toujours de suivre les futures publications que l'autorité aura en fait pour rester à jour. Euh, il y a une liste et il y a un lien hein, sur lequel ils mettent toujours les consultations, les guidance qui sont mises à jour, notamment à la lumière du DUAA. Euh, et euh, de bien sûr consulter ou de rester à jour de la question de la décision d'adéquation de UK par rapport à l'Union européenne euh, si vous ne le faites pas déjà. Donc suivre le calendrier en fait aussi de ces deux sujets, les consultations, les publications des lignes directrices et la décision d'adéquation. Et voilà, pour moi, je ne sais pas si vous aurez des questions. En tout cas, nous sommes à l'écoute et si vous êtes intéressé par une démo ou par un contact avec Dastra, n'hésitez pas, vous pouvez scanner le QR juste ici. Et merci à tous.